Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. En visite en Afrique, Antonio Guterres dit souhaiter que les juntes militaires au Burkina Faso, en Guinée et au Mali cèdent le pouvoir aux civils. Après le Sénégal, le secrétaire général des Nations Unies est ce lundi au Niger, où les crises alimentaires et sécuritaires sont au menu de ces échanges avec les autorités. De nombreux musulmans à travers le monde célèbrent la fête du Ramadan ce lundi. Nous irons au Burkina Faso, pays frappé par l'insécurité, où les musulmans ont prié pour la paix. L'Amérique et ses alliés promettent encore plus de soutien à l'Ukraine contre l'agression russe. Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, l'a réitéré ce week-end à Volodymyr Zelensky lors d'une visite surprise à Kiev. Si vous êtes amoureux de la natation, enfilez vos maillots. Nous irons à San Antonio, au Texas, où vient de s'achever l'édition 2022 des US Masters Swimming Nationals, l'un des championnats américains de natation. Yacouba Ouedraogo et Blanche Sanou étaient sur place. Le patron des Nations Unies est en tournée en Afrique. Antonio Guterres a rencontré les leaders sénégalais Macky Sall et nigérien Mohamed Bazoum avant de s'envoler pour le Nigeria. S'exprimant après sa rencontre avec le président du Niger, M. Guterres a déclaré que la communauté internationale doit réaliser que le terrorisme n'est pas seulement un problème régional ou africain, mais un problème qui menace le monde entier. Au cours de sa visite au Sénégal, le secrétaire général des Nations Unies a préconisé le retour à l'ordre constitutionnel au Sahel. On fait le point avec Ginny Kapumbu-Villa. De passage à Dakar lors d'une tournée régionale, le secrétaire général de l'ONU a souhaité dimanche dans un premier temps que les juntes militaires au Burkina Faso, en Guinée et au Mali s'effacent au plus vite afin d'instaurer le retour à l'ordre constitutionnel dans les délais les plus brefs. S'agissant de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, nous avons évoqué entre autres les efforts conjoints contre le terrorisme et l'extrémisme violent, ainsi que la situation au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. À cet égard, nous avons convenu de l'importance de poursuivre le dialogue avec les autorités de facto des trois pays afin d'instaurer le retour à l'ordre constitutionnel dans les délais les plus brefs. Mais les militaires au pouvoir au Burkina Faso et en Guinée ont adressé cette semaine une fin de non-recevoir aux exigences de la CEDEAO de rendre rapidement le pouvoir aux civils. M. Guterres a également abordé la question des conséquences de la guerre en Ukraine sur l'Afrique, où ce conflit, a-t-il dit, aggrave une triple crise alimentaire, énergétique et financière. Mais soyons sérieux. Il n'y aura pas de véritable solution au problème global de sécurité alimentaire sans réintégrer la production agricole de l'Ukraine ainsi que la production alimentaire et d'engrais de la Russie et de la Biélorussie dans les marchés mondiaux, et cela en dépit de la guerre. Je suis déterminé à tout faire pour faciliter un dialogue qui puisse permettre la concrétisation de cet objectif. Sur ce point, le président sénégalais Macky Sall a évoqué les impacts dramatiques de la guerre sur les économies des pays en développement et les menaces de famine qui en découlent pour l'Afrique. L'Afrique, en dehors de l'initiative COVAX que nous avons saluée, est restée encore en attente de solutions qui doivent faciliter la relance économique du continent. Entre-temps, la crise ukrainienne est venue amplifier par sa nature cette crise, puisque nous avons des tensions sur l'approvisionnement des produits pétroliers et il y a une volatilité sur les prix qui impacte tous les pays. Il y a une poussée inflationniste qui ne laisse aucun pays en reste et il y a surtout des menaces de famine du fait que les fertilisants viennent également de la même région.
Pour permettre aux pays du continent de faire face, M. Guterres a exhorté une nouvelle fois les institutions financières internationales à mettre en place de toute urgence des mesures d'allègement de la dette afin que les gouvernements puissent investir dans les filets de sécurité sociale et le développement durable pour leur population. Le secrétaire général boucle sa tournée en Afrique de l'Ouest avec une escale au Nigeria. Et pour analyser cette visite d'Antonio Guterres sur le continent, accueillons via Skype à Lomé au Togo, Louis Magloire Kemayou. Il est journaliste et analyste politique. Louis Magloire Kemayou, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui, à votre avis, justifie cette visite du patron de l'ONU en Afrique en ce moment et pourquoi le Sénégal, le Niger et le Nigeria ? Je crois que la visite d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, arrive parce que l'un des continents qui sera très probablement impacté par cette crise, par cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est le continent africain. Et que, en plus de cela, il y a d'autres menaces qui planent sur le continent. Et donc, je crois qu'il y a un quadruple agenda. Il y a un agenda diplomatique d'abord concernant la situation de la démocratie sur le continent et le retour à l'ordre constitutionnel qui n'est pas toujours acquis dans certains pays. Il y a l'agenda écologique par rapport à l'avancée du désert et cela concerne à la fois le Niger ainsi que le Sénégal. Il y a un agenda économique concernant toutes les conséquences, encore une fois, de cette crise-là et de toutes les autres crises dont le continent a été victime. Et puis, il ne faut pas oublier que le Sénégal est quand même en train d'assurer actuellement la présidence en exercice de l'Union africaine. Et puis, le dernier point, c'est l'agenda sécuritaire. Parce que, mine de rien, il reste aussi la menace du djihadisme extrémiste, du terrorisme dans le Sahel, qui est un vrai enjeu par rapport au développement de ces régions-là. Et c'est cette accumulation d'enjeux qui font que le président Guterres, que le secrétaire général de l'ONU est allé d'abord au Sénégal pour parler au président en exercice de l'Union africaine et qu'ensuite il va au Niger et qu'au Nigeria, il fera probablement la somme de tout cela. Et le Nigeria est, nous ne l'oublions pas, la première économie du continent et l'un des plus grands producteurs de pétrole aussi du continent africain. Alors, au plan politique, Antonio Guterres dit souhaiter que les juntes militaires au Burkina Faso, en Guinée et au Mali s'effacent au plus vite. En d'autres termes, qu'elle cède le pouvoir aux civils. Est-ce une forme de pression quand on sait que Ouagadougou, et on l'a dit tout à l'heure dans le reportage, a déjà annoncé à la CEDEAO notamment que sa transition sera de 3 ans. La Guinée est légèrement au-dessus de ce timing avec 39 mois. Alors, pression ou pas pression ? Je crois que c'est plus un vœu pieux qu'une pression, parce que la pression aujourd'hui, visiblement, les pays concernés, c'est-à-dire le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, n'y semblent pas sensibles. Ils ont été exclus déjà des cercles régionaux de concertation. Une exclusion ou une mise au banc du côté des Nations Unies ne viendra être qu'une pression supplémentaire, mais sans un effet immédiat sur l'agenda qui a été produit. Et n'oublions pas que malgré tout ce qui se passe dans ces pays-là et qui est condamnable, parce que personne ne peut soutenir un coup d'État militaire, le fait est que les grandes organisations, qu'il s'agisse de la CEDEAO, qu'il s'agisse de l'UEMOA, ou alors de l'Union africaine, sont discréditées la plupart du temps parce que l'on a l'impression que ces organisations sont là pour défendre les chefs d'État et ne montrent leur volonté, leur vigueur dans l'action que quand le pouvoir civil est menacé, notamment le pouvoir des présidents. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'il arrive. L'ONU non plus n'est pas en très bonne posture parce que la plupart des guerres qui ont été menées ces dernières années ont été menées en marge des Nations Unies, et l'Afrique, qui est le plus grand terrain où interviennent les forces de maintien de la paix de l'ONU, n'a pas de représentant au Conseil permanent, au Conseil de sécurité permanent. Et donc, toutes ces réformes-là doivent être faites à la fois au niveau des organisations régionales. Voilà, merci Louis Magloire. Il y a évidemment d'autres sujets qu'on pourrait aborder. Merci encore pour votre analyse et votre disponibilité, et à la prochaine. Merci.
Passons justement au Nigeria. Pas moins de 8 personnes ont trouvé la mort dans l'effondrement d'un immeuble de 3 étages dans un quartier de Lagos, capitale économique du pays. L'incident horrible s'est déroulé dimanche soir aux environs de 21h30 dans le quartier des Boutemeta. Outre les morts, l'on dénombre aussi 23 blessés secourus avec divers degrés de blessures et soignés dans plusieurs établissements de santé. Le rez-de-chaussée et le premier étage de l'immeuble servaient d'entrepôt, tandis que les deuxième et troisième étages étaient des résidences. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de cet effondrement. Au Burkina Faso, les musulmans célèbrent la fête du Ramadan qui marque la fin du mois de jeûne dans ce pays touché par l'insécurité et le terrorisme. Les musulmans ont prié pour la paix et la cohésion. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré. La grande prière, place de la nation à Ouagadougou. Les musulmans sont ici pour marquer la fin du mois de Ramadan. Ils ont prié pour la paix et la cohésion sociale dans le pays. Aujourd'hui, vous savez tous que le Burkina Faso est en train de vivre dans une situation critique. Nous avons demandé à tous nos imams de prier pour la paix dans ce pays, pour que ce pays-là se trouve la paix. Et à travers vous, nous sommes sûrs que si vous donnez le même message, vous êtes bien écoutés et la cohésion sociale va être installée dans ce pays. Sans oublier les 8 personnes aujourd'hui qui sont à la mine Précois, notre pensée va vers eux et nous les souhaitons bonne chance. On prie Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il y ait une chance pour sortir en paix dans où il se trouve. La situation d'ici, Burkina, c'est un peu difficile avec la situation sécuritaire, mais avec la joie, avec la coopération entre les musulmans et les chrétiens, nous avons la confiance que nous pouvons traverser les défis, les difficultés avec les prières, avec la coopération, le partage ensemble. Les autorités, elles aussi, prônent la cohésion sociale. Si vous peignez du blanc sur du blanc, vous ne verrez rien du tout. Alors, mais par contre, si vous utilisez le noir pour écrire sur le blanc, eh bien, ça va être d'un éclat que tout le monde va percevoir. C'est pour dire que dans nos sociétés, notamment la société burkinabé, qui est confessionnellement multiple, qui est ethniquement multiple, en réalité, nous devrons rechercher dans cette spécificité, dans cette particularité-là, les dénominateurs communs positifs qui nous permettent effectivement de vivre ensemble. Et ces dénominateurs communs existent, puisque de toute façon, les crises que nous traversons aujourd'hui, mais il n'y avait pas de crise par le passé. Ici, le souhait de tous, c'est la paix et la stabilité dans le pays. Des hommes politiques, Edi Kombeogo, Zéphirin Diabré, ont tous dans des messages appelés à la paix et à la cohésion. Le président de la transition, Paul-Henri Damiba, dans un message a aussi souhaité la paix et la cohésion sociale. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. En Tunisie, le président Kais Saïed a annoncé l'instauration d'un dialogue national attendu depuis des mois, mais duquel seront exclus tous les partis politiques qu'il juge responsables de la crise politico-économique secouant le pays. Dans une allocution prononcée dimanche soir pour la fête musulmane de l'Aïd marquant la fin du Ramadan, M. Saïd a indiqué qu'une commission allait, selon ses termes, gérer le dialogue national, une mesure réclamée maintes fois par les pays du G7 et l'Union européenne. 4 organisations y participeront, la centrale syndicale, l'organisation patronale, la Ligue tunisienne des droits de l'homme et l'Ordre national des avocats. Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, a effectué une visite surprise durant le week-end à Kiev, où elle a été reçue par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. À la tête d'une délégation du Congrès américain, elle a promis plus de soutien à l'Ukraine contre l'agression russe. Davantage avec Arash Arabazati de la VOA, le récit est de Jacques Aristide. À Irpin, des infrastructures résidentielles ont été détruites après l'arrivée des troupes russes dans cette ville. Depuis le début de la guerre, de nombreux civils ont été tués dans plusieurs régions de l'Ukraine. Les puissances occidentales, dirigées par les États-Unis,
ont promis un soutien indéfectible à l'Ukraine. Une solidarité sans équivoque qu'a voulu transmettre l'américaine Nancy Pelosi au chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky lors de sa visite à Kiev. Ce fut un plaisir particulier de voir Madame la Présidente avec la délégation à Kiev rencontrer mon président. Je pense que c'est encore un autre signe du soutien très très fort dont bénéficie l'Ukraine ici aux États-Unis. Nous le sentons, nous savons que les Américains sont nos frères et sœurs dans ce combat pour la liberté et pour la démocratie. Après la capitale ukrainienne, la délégation américaine s'est rendue en Pologne, où Nancy Pelosi a parlé de la récente demande de l'administration Biden pour un financement supplémentaire de la résistance ukrainienne. Il s'agit d'un montant de 33 milliards de dollars, ce qui est une somme énorme. Nous sommes très fiers des 13,6 milliards de dollars que nous avons envoyés et nous arriverons jusqu'à la dernière tranche. Une grande partie de cet argent a servi à armer les Ukrainiens. Pour des élus américains, il faut en faire davantage. Chaque jour où nous ne leur envoyons pas plus d'armes est un jour où des gens vont être tués et un jour ils pourraient perdre cette guerre. Je pense qu'ils peuvent gagner, mais nous devons leur donner les outils pour le faire. Lors de sa tournée, Nancy Pelosi a également réagi aux possibles représailles russes à l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Ne vous laissez pas intimider par des brutes. S'ils font des menaces, vous ne pouvez pas reculer. C'est comme ça que je vois les choses. Nous sommes là pour le combat. Et vous ne pouvez pas vous plier à une brute. Au cours d'une conférence de presse dans la ville ukrainienne de Lviv aujourd'hui, la chargée d'affaires américaine Kristina Kevien a dit espérer le retour des diplomates américains à Kiev d'ici la fin du mois de mai. Ils ont quitté la capitale ukrainienne en février dernier, quelques jours avant le début de l'invasion russe. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VO Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Nous parlerons notamment de natation. Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, na la Voix de l'Amérique, Puto, Washington DC. Sango ya Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango ya Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala. Vous suivez ici Le Monde aujourd'hui, un programme de VO Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington DC. Demain, 3 mai, les hommes et femmes de médias du Mali vont se retrouver, comme chaque année, pour faire l'état des lieux de la profession, les défis et les enjeux et évoquer les solutions. Des solutions face à l'emprise du numérique qui a fondamentalement changé les choses et qui vient avec son lot de conséquences, notamment celles liées à la prolifération des fake news. Reportage de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko. Crise sécuritaire, embargo, prolifération des fake news, c'est dans ce contexte que la presse malienne va célébrer la Journée internationale de la liberté de la presse. Toutes choses qui, selon Bandjougou Dante, président de la Maison de la Presse, rendent délicate la pratique du métier au Mali. Nous sommes partagés parfois entre plusieurs sentiments qui sont des sentiments objectifs. D'un côté, nous avons un pays en guerre qui aussi est en froid avec la communauté internationale
et des forces armées qui sont engagées dans un conflit avec les groupes armés terroristes, et les journalistes doivent pouvoir exercer dans cet environnement avec le pays dans le cœur, en tenant compte de la pertinence et de la gravité de la situation, pour ne pas se retrouver banalement sur un terrain politique qui n'est pas son terrain, alors qu'il est appelé à commenter, à donner l'information politique et non à être un acteur. Malheureusement, nous constatons aujourd'hui que les incompréhensions diplomatiques entre les pays se jouent aussi sur le plan médiatique. Le journalisme sous l'emprise du numérique, c'est le thème mondial que le Mali a reconduit, conscient des enjeux de cette thématique. Ces dernières années, le boom des sites en ligne s'est fait de façon anarchique, le secteur n'étant pas réglementé. Tous les médias presque au Mali aujourd'hui sont des bimédias. Cela signifie que la presse numérique aujourd'hui a été très bien comprise et très bien utilisée et le secteur se porte très bien, même si nous sommes un peu dans l'anarchie, que le secteur n'est pas aujourd'hui régulé par une loi et n'importe qui ou bien tout le monde peut se donner ce luxe de créer ce qu'on appelle les sites d'information, les web TV, les web radio qui ne sont pas encore réglementés. Sinon, en matière d'utilisation, surtout sur le plan quantitatif, comparativement aux autres pays, le secteur de la presse numérique se porte très bien. En moins d'une semaine de la célébration de cette liberté de la presse, la haute autorité de la communication a définitivement interdit la diffusion de RFI et de France 24 au Mali. Une situation qui fait peser une paire bleue dans le milieu des correspondants de presse. En tant que correspondant de presse, j'ai une très grande peur pour exercer ce métier-là au pays, vu que les autorités de la transition ne badinent plus avec certaines informations qui sont d'ordre informatif, mais que ces autorités pensent que c'est une atteinte à la sûreté du pays. Mais que pensent les populations de la presse locale et de ses prestations? Presse tend vers la professionnalisation. Mais là où elle perd de l'aura, c'est quand les hommes de presse ne sont pas indépendants. Chacun, selon son angle de vie, définit cette liberté d'expression. Mais quand il s'agit du Malien, il n'y a pas de liberté d'expression. Il y a une presse de clan. Tous les journaux sont tendanciers. Tous les journaux défendent un point de vue, un truc. Quelle attitude adopter en vue de pouvoir faire son travail sans crainte sera certainement la question centrale des échanges lors de cette journée du 3 mai à la Maison de la Presse. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. Parlons à présent de sport, plus précisément de natation. Et nous prenons la direction de San Antonio, dans le Texas, où s'est déroulée l'édition 2022 des US Masters Swimming Nationals, l'un des championnats américains de natation. Blanche Sanou et Yacouba Ouedraogo, qui sont par ailleurs de bons nageurs, nous plongent au cœur de ce rendez-vous sportif. Bienvenue aux US Masters Swimming Nationals. Cette édition 2022 se passe à San Antonio, dans l'État du Texas, c'est dans le sud des États-Unis. Qu'est-ce que c'est que cette compétition qui réunit des nageurs et nageuses de tous âges? Eh bien, explication tout de suite avec Dawson Hughes. Il est le CIO, entendez, le président de US Masters Swimming Nationals. Hello, Mr. Hughes. Hey, how are you? Good, thank you. How about you? I'm great today. Yeah, what is US Swimming Nationals? Les US Masters Swimming est un organisme gouvernemental pour les adultes nageant aux États-Unis. Nos membres sont âgés de 18 à 100 ans. Chaque année, ces rencontres sont des événements marquants. Les compétitions de natation mettent aux prises des adultes venus de tout le pays. Parfois, nous avons des gens qui viennent du reste du monde pour nous rejoindre également. Cette année, la compétition a regroupé 1816 nageurs et nageuses de tous âges venus de toute l'Amérique du 28 avril au 1er mai. Nage libre, brasse entre autres techniques de natation. Nageurs et nageuses ont rivalisé de talent et de performance. Parmi eux, Angelica Ouedraogo, nageuse burkinabé, résident à Oklahoma et qui a fait le déplacement de San Antonio. Blanche Sanou et moi avons suivi les US Masters Swimming Nationals 2022. Reportage.
De son Burkina Faso natal, enclavé aux piscines américaines, Angélica Ouedraogo force l'admiration. Après sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, c'est une reprise de compétition réussie pour la nageuse. Je me sens bien. L'objectif aujourd'hui, c'était de finir en force. Même si je n'ai pas battu mon record, je pense que c'est un bon retour. Le temps est bon, la technique était belle. Donc, je pense qu'il y a encore du boulot à faire, mais c'était bien. L'Américain Ralph Porazzo a nagé dans la même tranche d'âge chez les hommes. À 29 ans, ce natif de Pennsylvanie, qui écume les piscines depuis l'âge de 6 ans, est toujours à la recherche d'une participation au JO. Mes objectifs après l'université, je pensais plus à concourir pour les essais olympiques. Donc j'ai fini par me qualifier l'année dernière pour les essais olympiques et nager dans la compétition. L'un des moments forts cette année, c'est la présence de la piscine de Charlotte Sandal qui aura 100 ans le 15 juin prochain. La plus âgée des nageurs a défié les 200 brasses, suscitant un standing ovation du public. Charlotte a découvert la nage à 74 ans lorsqu'elle a arrêté de travailler, mais depuis lors, entre elle et la piscine, c'est une histoire d'amour sans fin. Ça me donne plus d'énergie. Ça agrémente ma journée. Cela me permet d'être focus. Caroline, elle, a commencé plus tôt. Elle a 60 ans, dont 35 ans de participation au US Masters Swimming National. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je peux me sentir à nouveau comme un enfant. Je vois d'autres personnes âgées comme moi et nous ne nous sentons pas vieux. Nous sommes dans l'eau et là, je ne compte plus. Ce US Masters Swimming National constitue aussi un cadre de compétition pour des athlètes olympiens retraités comme Rick Kolela, 70 ans. Cet habitant de Seattle dans le Washington State a participé aux JO de Munich en Allemagne en 1972 et a décroché le bronze à Montréal au Canada en 1976. Les 3 choses que j'aime vraiment dans la natation, c'est pourquoi j'aime le faire, sont l'amusement, la forme physique et les amitiés. Initié en 1970, les US Masters Swimming National regroupent chaque année plus de 1800 nageurs professionnels et amateurs de 18 ans et plus, chacun nageant dans sa catégorie d'âge. Le prochain rendez-vous est prévu pour août prochain à Richmond, en Virginie. Blanche Sanou qui est avec moi. Alors Blanche, comment tu as trouvé ce US Masters Swimming National 2022? Alors dans l'ensemble, ce fut vraiment une très belle compétition avec des moments forts, surtout avec les seniors. C'était magnifique. Voilà, c'est ici que se referme ce spécial US Masters Swimming National 2022. Yacouba Ouedraogo, Blanche Sanou, San Antonio, VOA Afrique. Ajoutons qu'il n'y a aucun lien de parenté entre Angélica Ouedraogo et notre Yacouba Ouedraogo. Merci donc à Blanche Sanou et à Yacouba Ouedraogo. Sortons la tête de l'eau juste pour découvrir ces images de lumière en Italie. Il s'agit d'un festival de lumière justement qui a lieu dans le nord du pays, dans les Alpes, avec 29 grandes installations lumineuses sur le thème de l'eau. Pour Stefano Cagol, l'une des artistes de ce festival, l'alerte mondiale est un niveau supplémentaire concernant le réchauffement de la planète. Il ne s'agit pas seulement de la perte de glaciers, il s'agit de la pandémie, il s'agit de la guerre, il s'agit de notre interférence avec la planète, souligne-t-elle. Il n'y a rien en symbiose, ce ne sont pas des sortes d'antagonismes au sein de la nature. Nous devons vraiment penser à l'avenir, nous devons penser à notre avenir, à notre survie, précise l'artiste. Et c'est la fin de ce journal Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition au nom de toute l'équipe. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Pour la saison 2022, du 5 mars au 28 mai. Branchez-vous et suivez la balle sur la voie de l'Amérique. 54 pays, 12 équipes, un continent, mais un seul champion. À vous de jouer.